pour la première fois, la Grande-Bretagne passe à l'offensive et l'Allemagne à la défensive. La croix gammée tombe vraiment sur la France. Les sacs de lettres de dénonciation vont pleuvoir, rafles monstres, convois de patriotes déportés se multiplient. Mesdames, Messieurs, bonjour. Stalingrad, l'Afrique du Nord, les bombardements alliés en Allemagne, la solution finale de la question juive, Laval qui remplace Darlan, la résistance qui s'organise en France, la contre-offensive américaine dans le Pacifique, l'incendie du Normandie, la mise au point d'une nouvelle arme, la bombe atomique, Elsa Popine, c'est le menu de 1942. Nous commencerons, comme de bien entendu, par la guerre et par les difficultés des Allemands sur le front de l'Union soviétique. Gérard Dalmas. Poids des obus de ce mortier perforant n'importe quel blindage, n'importe quel béton. Quant à Dora, succédant à la grosse Bertha, le monstre expédie des projectiles de 4 tonnes 8 à 40 km. Et dire que l'on parle de l'âme du canon. Sébastopol, été 42, après des mois de siège, capitulation du grand port militaire soviétique de la mer Noire, succombant donc à la plus importante concentration d'artillerie lourde à ce jour. Encouragé par ces nouveaux succès, Hitler accentue son offensive. Objectif lointain, Stalingrad, pour contourner Moscou très largement par le sud, pour atteindre les pétroles du Caucase, en raflant au passage blé ukrainien et charbon du Donetsk. Les antichars de la Wehrmacht sont toujours aussi efficaces, mais le Führer subit l'intox de l'armée rouge. Il croit avoir détruit 200 divisions, en fait c'est seulement 60. En plus, les soviétiques accumulent d'immenses progrès depuis l'invasion nazie de juin 41. Exemple, les nouveaux tanks de 50 tonnes se moquant des antichars allemands. Sans oublier l'allié de toujours, le général Hiver. Sans oublier non plus le harcèlement farouche des partisans auxquels Moscou donne parmi les premiers chefs un membre du Politburo, un certain Khrouchtchev, commissaire politique qui en rencontre parfois un autre, le camarade Brejnev. Même si ces images ne le prouvent pas, car tournée par les nazis, l'armée rouge adaptée au froid blanc remonte la pente de la steppe, il est vrai, rendue glissante par le gel à moins 40. Alors que du côté allemand, les locomotives éclatent, les moteurs grippent, les chevaux crèvent, le moral se fige parmi les centaines de divisions de la Wehrmacht. D'ailleurs, lorsqu'Hitler crée l'Ostmedaille, médaille de l'Est, ses combattants la tournent en dérision aussitôt. C'est la médaille de la viande frigorifiée. Hitler enrage. Moscou a desserré la tenaille, Leningrad résiste à l'étau, même si les habitants affamés font bouillir les reliures des livres pour faire de la soupe avec la colle de poisson. Et puis voilà Washington qui déclare la guerre, et encore le débarquement allié en Afrique du Nord. Donc Hitler doit liquider les soviétiques avant que les normes matérielles américaines ne parviennent à l'URSS. Berlin réunit à l'Est plus de 6 millions d'hommes, 70 000 canons, 6 600 chars, 3 500 avions. Mais Moscou dispose maintenant de forces équivalentes. Alors, automne 42, Staline ordonne au maréchal Zhukov une contre-offensive dans le sud. Choc prévu, Stalingrad, puisque les Allemands se sont aventurés beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, vers Stalingrad, ville industrielle sur la Volga, au nord de la Caspienne. Et les mâchoires du piège se referment sur les centaines de milliers de soldats de von Paulus encerclés à Stalingrad. Hitler exige de tenir coûte que coûte, et en décembre 42 à Berlin, on appelle Stalingrad le chaudron. C'est vrai, le chaudron de l'enfer. On dirait que le vent tourne. Le vent tourne aussi en faveur des alliés en Afrique du Nord. El Alamein, Tobruk, Birakem sont des noms qui illustrent la résistance des Anglais et des forces françaises libres dans cette contrée contre l'Africa Corps et les Italiens. Et les Alliés, avec l'opération Torche, ouvrent un deuxième front au Maroc et en Algérie. Sylvie Genevoix. En cet été 42, l'Afrique du Nord devient à son tour un théâtre d'opérations militaires de première importance. À la tête d'une armée impressionnante, le maréchal Rommel se dirigeait vers l'Égypte lorsqu'il se heurta à la fin du mois de mai, au sud de Tobrouk, aux forces britanniques et pour la première fois depuis 1940 à des forces françaises. Le sud du dispositif allié a été confié à la première brigade des forces françaises libres du général Koenig, qui va pendant 16 jours, en plein désert, autour de Birakem, le point d'eau le plus important de la région, opposer une résistance acharnée aux troupes allemandes. Les troupes allemandes qui pensaient en venir à bout en quelques heures.
Voilà un haut fait d'armes qui marque la rentrée des soldats français dans la lutte armée contre Hitler. Quelques mois plus tard, le 23 octobre, c'est au tour des troupes anglaises du général Montgomery de prendre l'offensive dans la région d'El Alamein, une petite agglomération du bord de la Méditerranée, à moins de 300 km du Caire. Bénéficiant d'un effet de surprise, les Britanniques lancent une offensive d'une extrême violence contre les troupes du maréchal Rommel. Des centaines de chars, des milliers de canons venus d'Égypte en renfort s'affrontent, parfois au milieu de tempêtes de sable terribles. Et jusqu'au 4 novembre. La fameuse Afrika Korps de Rommel est littéralement décimée. C'est la première grande défaite de l'axe germano-italien. Toutes les cloches de Londres sonnent la victoire de Montgomery, qui avait dit « Donnez-moi 3 semaines et je battrai le Boche. Donnez-moi 1 mois et je le jetterai hors d'Afrique. » Quant au général Leclerc, il poursuit ses efforts pour organiser, équiper et former tous les hommes qui viennent se joindre aux forces françaises libres. Il prépare ainsi de nouvelles étapes pour que se réalise le serment prononcé à Koufra l'année dernière de ne s'arrêter que lorsque le drapeau français flottera sur Strasbourg. Le plan d'Hitler de faire de la Méditerranée une mer allemande apparaît d'autant plus compromis que le 8 novembre, le débarquement allié à Sidi Ferrouk et à côté de Casablanca est un succès total. Pendant ce temps, la flotte française massée à Toulon, commandée par l'amiral de Laborde, préfère obéir à Pétain plutôt qu'à Darlan qui voulait appareiller pour l'Afrique. Le 27 novembre, à son commandement, plus de 30 navires de guerre en parfait état se sabordent dans la rade du port. On aura rarement vu un tel gâchis. En Algérie, le commandant en chef allié Eisenhower, qui n'aime guère le général de Gaulle, cherche à s'entendre avec le général Giraud, puis avec l'amiral Darlan qui, la veille de Noël, va être assassiné par le jeune Bonnier de la Chapelle. Alors, les Allemands sont aussi atteints sur leur sol. Les forces aériennes britanniques pilonnent désormais les villes allemandes, Lübeck, Cologne, mais aussi des points stratégiques en France comme Saint-Nazaire ou la région parisienne. Gérard Dalmas. Nous bombarderons l'Allemagne de jour et de nuit avec une intensité toujours croissante, en déversant mois après mois sur ce pays de plus en plus de bombes et en faisant déguster et avaler aux Allemands une dose chaque mois plus amère des malheurs qu'ils ont répandus sur l'humanité. Signé Churchill, qui applique la loi du talion avec sur Cologne le premier bombardement réussi du Reich par 1000 avions de la RAF et après d'innombrables tentatives. 45 000 sans-abri essayant de sauver les meubles, 19 000 maisons incendiées, 500 morts. Fini les piqûres de moustiques dont la radio de Goebbels se moquait. Pour la première fois, la Grande-Bretagne passe à l'offensive et l'Allemagne à la défensive. Alors Paul-Marie de Lagorce, est-ce que la victoire change de camp ? Elle change de camp décidément cet hiver 1942-43, au point qu'on pourra parler à cette occasion-là de bissectrice de la guerre. Et la bissectrice de la guerre, sans aucun doute, elle s'est située à Stalingrad. Alors c'est vrai qu'en cette occasion-là, Hitler a manqué les choix stratégiques essentiels qui lui restaient à faire. Il n'a ni concentré ses forces vers le sud pour envahir le Caucase, ni concentré ses forces vers le nord pour essayer de prendre Moscou à revers. Il s'est enfoncé tout au fond de la boucle du Don et jusque le long du fleuve Volga, fasciné probablement par le nom même de Stalingrad et par la position clé que Stalingrad occupait au cœur même du dispositif soviétique dans cette partie du front. Staline l'avait attiré dans cette région, l'avait attiré sur les positions occupées par la ville de Stalingrad avec la conviction résolu et décidé longtemps à l'avance d'y livrer une bataille d'arrêt où l'armée allemande devrait s'épuiser, tandis que la contre-offensive soviétique serait préparée et du nord et du sud pour encercler le gros des forces allemandes passées à l'offensive. Et cette stratégie, décidée par ce qu'on appelait la Stavka, c'est-à-dire le commandement des forces soviétiques que Staline dirigeait, mais où se trouvaient quelques-uns des maréchaux les plus illustres et les plus brillants de l'Union soviétique, en particulier Zhukov, qui joua un rôle essentiel dans la conception de la bataille de Stalingrad, eh bien, cette stratégie a donné la victoire aux soviétiques d'une façon qui a été décisive. Alors là, il y a le second front, donc, en Afrique du Nord, maintenant. Et curieusement, on voit Eisenhower qui choisit, disons, Darlan, Giraud, qui les lance dans les jambes un peu de Gaulle.
c'était une opération politique qui accompagnait une opération militaire compliquée. Cette opération s'appelait l'opération Torche. Il faut se rendre compte qu'elle faisait l'objet depuis longtemps d'une discussion grave entre les Alliés. Elle a été décidée à la conférence Acadia à la fin de 1941. Marshall, le général Marshall, chef d'état-major du président Roosevelt, probablement le militaire américain le plus brillant, le plus intelligent de la guerre, était convaincu qu'il fallait concentrer la totalité des forces dont on disposait. Il fallait beaucoup de temps pour constituer une grande armée américaine sur le terrain essentiel, c'est-à-dire l'Europe, frapper l'Allemagne au plus près de son cœur. Et il était partisan, aussitôt les forces nécessaires rassemblées, de débarquer en France. Et il espérait le faire au début de 1943. Mais Churchill, lui, était plus séduit par l'ouverture de front en Méditerranée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a la préoccupation traditionnelle des Britanniques pour la Méditerranée, la reconstitution de leur empire, sauver l'Égypte, sauver la route des Indes, sauver les positions traditionnelles des Britanniques dans cette région du monde. Et puis, il y avait le souvenir de la Première Guerre mondiale. Il craignait les grands affrontements directs, frontaux, extraordinairement sanglants, occasionnant de grandes pertes humaines pour la Grande-Bretagne. Et puis aussi, il arguait du fait que l'on pourrait ainsi faire une opération dès 1942. C'est ce qui s'est passé. Les Alliés ont débarqué en novembre 1942 et ont été entraînés ensuite dans une série d'opérations en Italie tout au long de la Méditerranée. Et vous savez que ça a reporté plus tard le débarquement en France à une date beaucoup plus éloignée que ce qu'on prévoyait. Alors naturellement, pour essayer de faciliter ce débarquement, des contacts avaient été pris avec certains résistants en Afrique du Nord, un groupe composé de quelques personnes. Ce groupe a joué un rôle tout à fait décisif pour assurer le succès du débarquement, mais le fait est là, le gros des forces françaises d'Afrique du Nord n'étaient pas impliquées dans ce complot. Et même après que le débarquement fut devenu un fait évident, c'est un fait, hélas, qu'il n'y a pas eu de ralliement général des forces françaises aux forces alliées. Alors, provisoirement, le commandement allié a préféré faire un accord avec l'autorité qui était sur place, c'est-à-dire l'amiral Darlan, alors que c'était le général Giraud qui était prévu, parce que l'amiral Darlan était hiérarchiquement, politiquement, le plus important en principe. Des combinaisons. Il y a une ambiguïté de la position de Vichy dans cette affaire. Hein. Oui. Pétain a condamné et fait condamner le débarquement. Officiellement, oui. Il a condamné et fait condamner l'accord entre Darlan et le commandement américain. Et on n'a jamais pu prouver par aucun document qu'il y ait été favorable. Connivence, oui. En réalité, bien entendu, et comme toujours, même il ne un voulait fameux pas message secret. Le fameux message secret n'est plus secret du tout et ne comporte aucune espèce d'approbation de l'accord avec les Alliés. En vérité, Pétain, comme toujours, ne voulait pas réengager la France dans un conflit de grande envergure, mais il demeurait enfermé dans la politique définie depuis 1940. Merci beaucoup. Le 20 janvier, près de Berlin, sous la présidence de Reinhard Heydrich, les responsables nazis mettent au point un plan de solution finale aux questions juives. Sylvie Genevoix. En France, la terreur nazie commence aussi à s'abattre sur tous les juifs, avec, il faut le dire, la complicité d'une bonne partie de l'administration et de la police. Le port de l'étoile jaune est rendu obligatoire dès l'âge de 6 ans. Tout emploi public leur est interdit, ainsi que la fréquentation des salles de spectacle et toute sortie après 20 heures. Le 16 juillet, 13 000 personnes sont rassemblées en une rafle gigantesque au Veldiv, d'où ils vont être acheminés vers les camps de la mort, avec parfois un passage par les camps de triage de Pithiviers ou de Drancy. Au total, 11 millions de juifs sont ainsi promis à l'extermination, organisée scientifiquement par les nazis qui, depuis l'année dernière, à Treblinka, expérimente le Zyklon B, un acide prussique solidifié qui asphyxie en quelques minutes. À Auschwitz et ailleurs s'installent des cités de la mort avec leurs barbelés, leurs baraquements à perte de vue, leurs horribles chambres à gaz et leurs fours crématoires. Alors, Paul-Marie de Lagorce, l'extermination, on peut le dire, avait quand même déjà commencé. Elle allait prendre une toute autre dimension à partir du moment où l'Allemagne envahissait l'Est de l'Europe et en particulier environ la moitié de la Russie d'Europe. Il faut bien se rendre compte que les Allemands d'origine juive n'étaient que quelques dizaines, tout au plus 100 000, 200 000 à être justiciables. Les mesures de persécution nazie, et un grand nombre d'entre eux avaient émigré. C'est dans l'Est de l'Europe que de très grandes, très nombreuses communautés israélites, très déterminées, très repérées, vivant entre elles, par conséquent faciles à contrôler, à quadriller, à rassembler et à déporter, ont été prises en main par les nazis. Et à mesure que la guerre se développait, il n'y a pas de doute que dans l'esprit des dirigeants nazis, l'idée est venue non pas seulement de les enfermer ou de les mettre de côté. Vous savez qu'avant la guerre, on avait même pensé à les déporter à Madagascar, à les expédier dans tel ou tel pays d'Afrique. Non.
à mettre fin à leur existence même. La vérité est que dans ce processus, il y a eu des étapes successives, parfois même très longues et très soigneusement calculées pour ne pas attirer la méfiance ou provoquer un sursaut brutal de révolte ou de colère. En France même, les lois antisémites ont été tout à fait au début de l'occupation plus dures en zone sud qu'en zone nord et encore plus dures en Afrique du Nord vichysoise que dans la zone occupée. Elles ont précédé les vœux des Allemands. Elles ont précédé les vœux des Allemands. Et puis progressivement, l'étau s'est resserré et effectivement, dans une conférence qui était de caractère technique, où il s'agissait de rassembler des moyens de transport, des trains en particulier, à travers toute l'Europe, la décision a été prise d'amener la totalité des communautés israélites d'Europe et en particulier d'Europe de l'Est dans les camps de concentration où on sait qu'elles devaient être anéanties. Et actuellement, combien y a-t-il de camps et où sont-ils, ces camps? Ces camps, pour l'essentiel et à l'origine, sont en Allemagne et en Autriche. Mais après l'invasion de la Pologne, c'est dans la partie occidentale de la Pologne que les plus grands camps ont été constitués, Treblinka, Auschwitz, Birkenau. Un grand nombre d'entre eux s'ajoutent à ceux qui existaient déjà en Allemagne et quelques-uns sont créés dans les pays baltes, en Lituanie, peu en Russie car la zone n'est pas sûre du point de vue de l'armée allemande, il y a des maquis, des risques de contre-offensive soviétique. Ce sont dans ces camps d'Allemagne, de Pologne et de Lituanie que vont être concentrés l'ensemble de la population des déportés. N'oublions pas, bien entendu, que la déportation n'a pas touché que les Européens d'origine israélite, bien entendu. Et elle a touché la totalité des résistants qui ont été arrêtés et certains groupes sociaux, certains groupes raciaux que les nazis considéraient avec la même répulsion ou le même mépris que les Juifs. Les Tziganes, par exemple, oui, presque entièrement anéantis. Alors en France, il y a eu des rafles, et puis il y a eu aussi des pré-camps comme le Veldiv ou Drancy. Dans cette optique et dans ce but, les Allemands ont édicté pour la France les mêmes règles pour l'Europe orientale que pour l'Europe orientale, avec certains délais et certaines particularités. Le fait est, comme vous venez de l'entendre, qu'une partie de l'administration et de la police s'est fait l'auxiliaire de l'autorité allemande pour rassembler les gens. Des mesures préliminaires avaient été prises, d'abord par le régime de Vichy, puis par les autorités allemandes pour identifier les Français d'origine juive, et ceux qui se sont laissés identifier, qui n'ont pas pu faire autrement, ont été naturellement les victimes désignées de ces rafles et de ces concentrations. Elles ont suscité, il faut le dire, la solidarité, bien entendu, de ceux qui ont pu les cacher, les abriter, et les protestations d'un certain nombre d'autorités morales. Et quelle est l'attitude de l'Église, justement ? Disons que dès l'origine, l'Église n'était pas favorable aux mesures antisémites. Disons aussi qu'elle ne s'est pas massivement et publiquement prononcée contre ces mesures dès 1940, sauf quelques personnalités, comme par exemple l'écrivain catholique Paul Claudel. Mais quand ces mesures ont pris un caractère de masse, alors quelques-unes des plus hautes autorités de l'Église se sont naturellement prononcées contre elles. Et à cet égard, le nom de celui qui s'est manifesté de la façon la plus spectaculaire, la plus solennelle, est celui de l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège. D'autres prélats, comme Monseigneur Chevreau, le curé de Saint-François-Xavier à Paris, avaient incarné en quelque sorte cet esprit de protestation de l'Église catholique contre les persécutions nazies. Et Pie XII, le Vatican, dans cette affaire, quelle est sa position ? Le Vatican, qui avait condamné le racisme hitlérien dans l'encyclique Mitbringen Sorge avant la guerre, du temps de Pie XI, le Vatican s'est abstenu de prendre politiquement position à l'égard de la politique de Hitler. Le pape Pie XII n'était certainement pas favorable, bien entendu, aux massacres et aux persécutions de ce genre. C'était un diplomate qui avait passé la plus grande partie de sa carrière de diplomate en Allemagne, à Munich et à Berlin, très attaché à l'Allemagne, hanté par ce qu'il considérait pas le péril soviétique, le péril communiste. Dès avant 1933, il avait recommandé au Parti catholique allemand de s'allier avec les nationaux-socialistes de Hitler, et la crainte de voir l'Europe en quelque sorte s'effondrer devant les armées soviétiques, devant l'avance du communisme identifié à l'Union soviétique, cette crainte l'a porté, c'est un fait, à beaucoup de ménagements à l'égard des pays de l'Axe, en tout cas sur certains plans. Son attitude a fait l'objet par la suite d'innombrables controverses. En France, Laval succède à Darlan, qui finit par être assassiné. Les Français doivent aller travailler en Allemagne. Gérard Dalmas. Sauf à la campagne qui sait tourner les restrictions, en ville, manger reste le problème, le marché noir étant hors de prix, d'où succès des soupes populaires. Entre la maladresse autocrate de notre service du ravitaillement et les prélèvements massifs de l'occupant, on commence à entendre « ils prennent tout !» Et même nos travailleurs, car voici, paraît-il, le 150 millième volontaire pour l'Allemagne au nom de la relève, invention signée Laval,
qui propose à Saukel, le négrier du Reich, « Vous me rendez un prisonnier, je vous fournis 3 ouvriers. » Mais ça marche très mal. Le Reich tape du pied, 2 millions de travailleurs français, et vite. Alors Berlin envoie son presse-citron, l'archange du mal, Heydrich, second Himmler. Le bourreau de la Tchécoslovaquie vient installer le général SS Oberg. Regardez l'ordre glacé de cette revue à Paris. La terreur commence. La croix gammée tombe vraiment sur la France. Les sacs de lettres de dénonciation vont pleuvoir. Rafle monstre, convoi de patriotes déportés se multiplient. 19 trains en 41, 104 en 42. Nuit et brouillard. Et vous verrez que ces officiels recevant Heydrich revendiqueront un jour le droit à l'erreur. Exemple, les collaborationnistes français qui souvent trouvent Laval trop mou. Et pourtant, le chef du gouvernement investi des pleins pouvoirs vient de proclamer « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, car sans elle, demain, le bolchevisme s'installerait ». Et le voici, le rempart de l'Europe nouvelle contre les barbares bolchevisés, dit-on à Berlin. Aujourd'hui, c'est fête, 53e anniversaire du Führer, encensé par son chef d'état-major, le solennel Keitel, qui n'a pas plus de réaction qu'un portier d'hôtel, Hitler Dixit. Autour du Bellermann, Göring, aux mains couvertes de pierreries, de vénérer le maître, etc. Le cénacle des grands fauves du régime. Le maréchal Göring ne le cache pas, je songe à piller et rondement. Et oui, tirer un maximum des territoires occupés. Fin 42, 7 millions d'étrangers travaillent en Allemagne. Mais pour ces enfants, Hitler, c'est encore le sauveur. Dans une envolée wagnérienne, Hitler avait juré « Le Reich est installé pour 1000 ans ». Mais il devient plus réaliste en 42. En Allemagne, il n'y a plus de droits, il n'y a plus que des devoirs. Là, Henri Armourou, Laval remplace Darlan. Pourquoi? Laval avait été chassé par le maréchal Pétain le 13 décembre 1940. Et toujours Laval gardera la hantise, le regret d'avoir été chassé. Il en voudra toujours au maréchal Pétain d'avoir été évincé comme cela, écarté. Oui, parce qu'il a une carrière politique importante derrière lui. Alors, il voudra revenir au pouvoir, car la tentation de Laval sera de revenir au pouvoir. Et les Allemands, et notamment un Allemand, c'est l'ambassadeur Abetz, qui est ambassadeur d'Allemagne à Paris, voudra également le retour de Laval. Il voudra que Darlan soit effacé. Laval reviendra au mois d'avril 1942, en espérant d'ailleurs, car il faut dire les choses telles qu'elles sont, en espérant apporter des améliorations au sort des Français. Mais le même jour, ou presque le même jour, la veille du jour où Laval revient, le général Giraud s'évade. Et les Allemands sont scandalisés par l'évasion de Giraud. Ils pensent que c'est un homme politique très important, un militaire très important, qu'il a des grandes qualités. Ils le confondent d'ailleurs avec De Gaulle, c'est assez curieux. Par la taille. Par la taille, ils lui attribuent les vertus militaires de Gaulle. Bref, ils veulent qu'il revienne en Allemagne. Et l'évasion de Giraud va modifier tout à fait le climat français et le climat des rapports entre la France et l'Allemagne. Alors Laval revient et très vite, il se trouve en présence d'une situation tout à fait différente de celle qu'il imaginait. Parce que les Allemands, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, souffrent beaucoup en Russie. Ce n'est plus la guerre fraîche et joyeuse. Ils perdent des milliers, des dizaines de milliers d'hommes. Ils perdent également beaucoup de matériel. Les hommes, il faut les remplacer par des ouvriers allemands qu'on va prendre dans les usines et qu'on va envoyer dans les casernes et puis ensuite sur le front. Le matériel, il faut le fabriquer. Alors, les Allemands ponctionnent les territoires occupés. Avec la France et avec Laval, ils agissent un peu différemment, parce que Laval avait une réputation, un homme politique de maquignon, c'est-à-dire il donnait contre quelque chose, acharné, contre quelque chose. Bien. Et avec Laval, les Allemands vont faire une opération qui va s'appeler la relève. Et Laval, le 22 juin 1942, va annoncer la relève. Il va faire un discours qui va beaucoup traumatiser les Français. Oui, ce jour-là, il souhaite la victoire de l'Allemagne, notamment. Il notamment. souhaite la victoire de l'Allemagne, en ajoutant, car sans la victoire de l'Allemagne, le bolchevisme triompherait partout. C'est ça l'argument. C'est ça l'argument. Mais il faut dire également que les propagandes, nous sommes en guerre et la propagande triomphe de tous les côtés. La propagande coupe en deux la phrase de Laval et on ne retient que je souhaite la victoire de l'Allemagne, évidemment. Et la radio de Londres exploite cette phrase et tous les Français la ressentent de façon tout à fait cruelle. Sacrilège, quoi. Oui, sacrilège. Il dit aussi qu'il veut éviter la polonisation de la France. Il le dit, mais ça, il ne le dit pas publiquement, officiellement. bien entendu. Alors, la relève, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, c'est un troc.
Il y a encore 1,5 million de prisonniers français en Allemagne. Beaucoup de familles sont concernées, naturellement, et sont dans le malheur. Alors Laval et les Allemands acceptent, Laval propose, les Allemands acceptent que contre le départ de 3 ouvriers spécialisés français, un prisonnier reviendra. Au début, d'ailleurs, c'était 1 pour 1, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il a fini Les par Allemands, céder. non. Les Allemands n'ont jamais accepté 1 pour 1. Et si les Allemands avaient accepté 1 pour 1, la relève aurait sans doute marché. Et si les Allemands avaient accepté que le frère puisse remplacer le frère, le cousin, cela aurait peut-être pu marcher. En novembre 1942, il se passe Eh bien, des choses importantes. Novembre 1942, la conséquence du débarquement en Afrique du Nord, dont on a parlé tout à l'heure, elle est très simple. C'est l'invasion de la zone non occupée. Il y avait en France, depuis 1940, depuis la défaite, une zone non occupée, où les Français vivaient mal, mais où ils vivaient moins mal qu'en zone occupée. Et cela, il faut le dire. La zone nono, comme on dit. La zone nono, la résistance pouvait se développer à moindre risque qu'en zone occupée. Mais il y avait là une zone non occupée avec une armée de l'armistice, 100 000 hommes. Bien, Donc une flotte. Et 3 jours après, l'attaque, les Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord le 8, 9, 10 et 11 novembre, le jour anniversaire de la victoire de 1918 sur l'Allemagne. Le 11 novembre 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation, c'était pas difficile, il y avait simplement des poteaux à lever, ils passent, ils arrivent et ils envahissent toute la zone non occupée. Alors, quelques jours plus tard, le 27 novembre, ils vont démobiliser l'armée l'armiciste, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans les casernes à 6h du matin, 5h30, 6h du matin, et puis chasser tous les soldats qui sont là, prendre leurs armes et arriver jusqu'à Toulon. Et c'est à ce moment-là, on en a vu les images, que la flotte se sabordera. Oui. Alors si bien que le gouvernement de Vichy n'a pratiquement plus de cartes, quoi. Le gouvernement de Vichy n'a plus de cartes, et à partir de ce moment-là, c'est en novembre 1942, au fond, que le maréchal Pétain, à mon avis, aurait dû se retirer. Il le dit lui-même. Il le dit en 1942. Il dit « Je suis prisonnier, je n'ai plus de pouvoir ». Il est absolument entre les mains des Allemands. Les Allemands qui vont installer à Vichy la Gestapo, qui sera installée à côté de l'hôtel du Parc et qui vont installer d'ailleurs des hommes à eux, à l'intérieur même de l'hôtel du Parc. On vous retrouve tout de suite, Henri Amouroux, pour la résistance. Alors, côté résistance, ça s'organise sur le terrain. Un ancien préfet est parachuté. Il représente le général de Gaulle, son nom, Jean Moulin. Le point sur la résistance avec Gérard Dalmas. Sylvie Genevoix, pardon. Des hommes comme le socialiste André Philippe, le général Giraud, entre son évasion d'Allemagne et son départ pour l'Afrique du Nord, le général Delestraint, rassemblent des officiers pour former l'armée secrète. Depuis Londres, le général de Gaulle reçoit beaucoup d'émissaires. Négocie avec les Anglais le ravitaillement en armes et en munitions des résistants de France et porte son choix sur le préfet Jean Moulin, à qui il va confier le soin de fédérer l'ensemble des mouvements de résistance. Dans les bois ou dans les maquis, les résistants qui se sentent maintenant soutenus commencent à préparer des coups de main contre les troupes ennemies. Alors, Henri Amouroux, qu'est-ce que vient faire Jean Moulin en France? Eh bien, il vient, au nom du général de Gaulle, fédérer une résistance qui existe déjà et qui est divisée. Le général de Gaulle, en 1940, est un homme totalement inconnu de l'immense majorité des Français. Et il est inconnu pendant longtemps des résistants eux-mêmes. Il y a une résistance qui préexiste à la résistance gaulliste, qui existe avant ou en même temps que la résistance d'Angleterre. Bien. Et un homme comme Freinet, comme Henri Freinet, dont on ne parle pas beaucoup, a joué un rôle capital. Il a été de ceux qui ont organisé la résistance en zone non occupée. Et puis, il y avait d'autres groupes de résistance. Alors, Jean Moulin, qui est allé en Angleterre, qui est un haut fonctionnaire, et de Gaulle attache beaucoup d'importance au fait qu'il soit un haut fonctionnaire, revient en France, il est parachuté, il a un ordre de mission, essayer de rassembler tous ces gens qui sont contre les Allemands et qui n'ont pas une doctrine commune et qui n'ont pas un chef commun. Et, vous voyez, c'est en juillet 1942 que les journaux de résistance appelleront de Gaulle pour la première fois notre chef, le général de Gaulle, et passeront pour la première fois sa photo. Christian Bailly et Gérard Dalmas vont nous expliquer comment les Français s'informaient à ce moment-là. Oui, eh bien Christian, il faut tout de suite dire tout de même qu'il y a une presse, disons, de la France combattante. Il y a une presse de la presse combattante, mais elle est à l'étranger. Hein, il y a bien sûr la presse de la résistance, nous le savons, nous en parlerons plus tard. Oui. Hein, mais déjà en Amérique,
eh bien, nous avons au moins 3 journaux, qui est La Voix de la France, et on voit dans cette Voix de la France, Elle est la France, un mauvais article état. du général de Gaulle, La France qui combat, c'est la France. Un journal qui s'appelle Amérique. Alors, Et on va qui le suit. montrer à tour, oui, tour à tour. Pour la victoire d'Henri de Kérillis, qui arrive aussi. Henri de Kérillis qui était le directeur de l'époque. Voilà. Et puis, il y a cette presse en France. Alors, celle de la collaboration, nous la connaissons. Elle continue. Et puis, il y a la presse de la zone occupée qui n'a pas le diktat de l'Allemagne, qui a bien sûr les pressions de Vichy et qui l'a subi plus ou moins. Hein. Et puis, il y a l'invasion allemande de la zone occupée. Et le Figaro va se saborder, bien qu'en même temps, Vichy va supprimer le Figaro. Mais ça se passe dans le même temps. Paris Soir de Prouveau. Pourrissoir, on dit. Oh, pardon. Il y avait Paris Soir à Paris. Et Paris Soir, enfin Paris Soir Oui, à Paris, c'est ça. était un faux Paris Soir Ouais. qui était entre les mains des Allemands. Voilà. Alors que le Paris Soir de Prouveau existait à Lyon. Et Prouveau va arrêter son journal, mais les Allemands vont faire pression sur lui en lui disant le Paris Soir de Paris va venir ici. Et il va continuer. Tout le monde se saborde, donc, si je comprends bien. Tout le monde. Et alors là, on reçoit aussi des choses du ciel. Il n'y a pas que les, containers d'arbres qu'on Oui, reçoit parfaitement. Alors, pour la résistance. On appelle ça le courrier de l'air. Ce sont des petits journaux, des petits tracts qui sont lancés par les avions anglais et américains. Alors, est-ce de la propagande? Est-ce de la presse? Moi, je dis que c'est les deux, puisqu'ils informent des Français qui ne sont au courant à peu près de rien. Alors, il y a non seulement les choses que l'on peut lire sous le manteau, qui sont plus ou moins officielles, bien entendu, mais il y a aussi les choses que l'on peut écouter, disons, le soir, lorsque la nuit est tombée. En particulier, on écoute Radio Londres, la BBC. Les Français parlent au français. C'est, un rendez-vous un peu quotidien. Et on entend souvent cette chanson qui est celle de la dérision, qui est souvent chantée par Pierre Dac. Monsieur Schumann, Maurice de son prénom, évidemment, lui, chante d'autres choses, si je puis dire. Il dit des choses beaucoup plus graves, une espèce de message, si vous voulez, politique. Bien. Alors, on entend souvent Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la propagande allemande et collaborationniste dit ce qu'elle veut. Et elle essaye, évidemment, de dire le contraire de ce que l'on dit à Londres. Alors, à Londres, eh bien, on envoie des messages codés aux partisans, aux combattants de l'ombre, c'est-à-dire les résistants. Alors, malgré le brouillage, je vais essayer de vous faire écouter ce que l'on peut entendre sur ce vieux poste. Écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon 2 fois. Le Père Noël visitera ses amis de la campagne tous les 3 jours. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. C'est la célèbre émission « Les Français parlent au français ». Et puis il y a aussi le courrier. Et parfois il est terrible. Vous savez qu'il y a encore entre 1,5 million et 2 millions de prisonniers en Allemagne. Et puis il y a quelques lettres d'otages, de fusillés. Quelquefois, les Allemands leur donnent une demi-heure pour écrire à leur famille. C'est dramatique. Celle-ci serre le cœur. Écoutez quelques extraits. Ma petite Lolo chérie, je m'excuse de la peine immense que je vais te causer, je vais mourir. Otage des Allemands, dans quelques minutes, dans quelques heures au maximum, je vais être fusillé. Tu verras, hélas, dans la presse, la longue liste des copains qui, innocents comme moi, vont bêtement donner leur vie. Du courage, j'en ai à revendre. Mes amis aussi sont admirables devant la mort. Mais c'est surtout à toi que je veux m'adresser pour les tourments, la douleur infinie que cette nouvelle va te causer. Sois forte, chérie. Tu es jeune encore, ne te laisse pas sombrer dans la tristesse et le découragement. Refais ta vie en gardant au cœur le souvenir impérissable de celui qui t'a aimé jusqu'à son dernier souffle. À tous, j'adresse mon salut. Apporte-leur ma confiance inébranlable en la victoire prochaine. Sur le front du Pacifique, les Américains se sont ressaisis. Leur flotte, en partie détruite à Pearl Harbor, se reconstitue et l'amiral japonais Yamamoto essuie une sérieuse défaite à Midway. Sylvie Genevoix. Depuis la fin de l'année dernière, les Japonais poursuivent leur conquête du sud-est asiatique et des principales îles du Pacifique. La Birmanie est envahie, Singapour capitule et le 17 mars, le général MacArthur reçoit l'ordre d'abandonner les Philippines, qu'il défendait de plus en plus difficilement contre les Japonais. Malgré les pertes terribles qu'il a subies, il part en affirmant «
Je reviendrai à Manille, je le jure. Ailleurs, la bataille continue de faire rage, sur terre comme sur mer. Un gigantesque combat qui oppose dans chaque camp des forces considérables va réussir à empêcher les Japonais de débarquer en Nouvelle-Guinée. Entre le 3 et le 6 juin, les Américains stoppent à Midway, un groupe d'îles au nord-ouest d'Honolulu, l'offensive japonaise en direction des îles Hawaï. Mieux renseigné que son adversaire, l'amiral Yamamoto, l'amiral américain Nimitz est parvenu à surprendre la terrible flotte japonaise. Et ses chasseurs-bombardiers réussissent en quelques heures à envoyer au fond de la mer 4 des plus beaux et des plus grands porte-avions de la marine nippone. Mais ça n'est que le début d'une guerre sans merci ni pitié que les Américains vont devoir mener pour libérer le Pacifique, île après île. Leur tactique, dite de saut de puce, se met rapidement au point. Attaques aériennes à partir de porte-avions, pilonnage depuis les cuirassés et enfin débarquement de marine qui doivent souvent arracher le terrain mètre par mètre à des soldats japonais fanatisés et qui préfèrent souvent mourir plutôt que se rendre. Dès qu'une île est conquise dans ce Pacifique où elle se compte par centaines, les Américains y installent une base et attaquent l'île voisine. C'est ainsi que dès le mois d'août s'amorce la reconquête de Guadalcanal, mais rien n'est encore gagné. De nouvelles brèves maintenant en France et dans le monde avec Sylvie Genevoix et Gérard Dalmas. Voici le plus beau bateau de tous les temps, le Normandie. Dernière fois que vous le voyez à 56 à l'heure. C'est une pure merveille de la technique et de la décoration. Après 139 traversées, le Normandie était réquisitionné aux USA qui transformaient le paquebot Pallas en transport de troupes rebaptisé Lafayette. Travaux semés de nombreuses bêtises, dont une maladresse au chalumeau. Incendie, milliers de tonnes d'eau, notre champion a chaviré. Lui qui symbolisait la France, il est comme elle en ces années sombres, sur le flanc. Petite ville d'Auvergne, dotée par les caprices de l'administration d'une cour d'appel, Riom est le siège d'un spectaculaire procès politique. Le gouvernement de Pétain et de Laval veut faire condamner à tout prix l'avant-dernier président du Conseil de la Troisième République, Édouard Daladier, et le leader du Front populaire, Léon Blum, pour avoir soi-disant lancé dans la guerre une France mal préparée. Mais les débats permettent aux accusés d'étaler des vérités qui sont loin de celles que le gouvernement de Vichy voulait faire accroire. En 1940, grâce à l'effort de réarmement de Daladier, la France possédait pratiquement autant de matériel militaire que la Wehrmacht, et c'est surtout l'imprévoyance du commandement militaire qui se retrouve au banc des accusés. Bilan, un coup pour rien, et un grand déploiement de robes et de toges pour pas grand-chose. En ces temps de promotion du rutabaga et du topinambour, la France se dote aussi de tout un arsenal de cartons, de cartes, de tickets, de rationnement, de restrictions. Pour la viande, le pain, le sucre, les pâtes, le fromage, etc., etc. On appelle ça d'ailleurs les jours sans. L'expression vient de là. Alors, il faut dire qu'effectivement, la France vit des jours difficiles sur le plan de la nourriture, puisque, prenons un seul exemple de parité, le mark vaut 20 francs. Il faut 20 francs pour faire un mark. Est-il nécessaire de dire que les Allemands s'en donnent à cœur joie quant à leurs achats? Les temps actuels donnent aux matières des utilisations inattendues. C'est du bois des forêts que seront désormais ressemelées vos chaussures. Des plateaux de bois découpés, rabotés, arrondis à la toupie, deviendront des semelles qui seront dédoublées, façonnées, fendues à l'aide de scies multiples afin d'acquérir de l'élasticité. Et en attendant des temps meilleurs, le cordonnier adaptera à la place de l'ancienne semelle de cuir ou de caoutchouc la semelle de bois des vieilles galoches d'autrefois, rendue cependant plus souple. Le Piémontais Fausto-Coppi, qui est déjà célèbre pour avoir gagné le Tour d'Italie en 1940, mais cette année, comme tous les jeunes gens de son âge, il a été incorporé. Il a 23 ans, il est mobilisé dans les fantassins, mais heureusement pour lui, il a un colonel très compréhensif et qui lui permet de s'entraîner l'après-midi sur le vélodrome proche de Milan, quand ce vélodrome ne sert pas de centre de triage à l'armée ou quand les bombardements ne font pas rage autour. Et alors il s'entraîne avec un tel acharnement que 3 semaines plus tard, le 7 novembre, il bat le record du monde de l'heure en réalisant 45 km 798 en 1 heure donc, avec 81 mètres d'avance sur son prédécesseur Archambault. La guerre, c'est connu, donne des ailes aux chercheurs. Après les recherches françaises sur l'atome, à Chicago, aux États-Unis, l'Italien Enrico Fermi
trouve le moyen de libérer l'énergie atomique. Et la conférence de Washington décide que cette découverte servira à fabriquer une nouvelle arme, la bombe atomique. Les explications de Mme Hélène Langevin sur cet événement. Oui, je crois que c'est un des événements qui marquera l'histoire de l'humanité. Et au fond, si vous êtes ici, c'est tout de même effectivement parce que les Joliot-Curie, et Frédéric Joliot-Curie tout particulièrement, avec Alban Kowarski et Francis Perrin en France, ont joué un rôle important dans le chemin qui a mené à ce résultat. On savait faire des réactions nucléaires, mais on n'avait pas trouvé le moyen de la propager d'un noyau à un autre. La réaction en chaîne, la fission l'a permis. On casse le noyau d'uranium à l'aide d'un neutron, et ce noyau d'uranium, en se cassant en 2 morceaux, émet 2 ou 3 neutrons à son tour, qui, à condition d'être ralentis quelque peu, ont de nouveau une chance importante de recréer une nouvelle fission. Les recherches ont été interrompues en 1940, et ce sont les équipes américaines qui avaient pour leur part d'ailleurs mené parallèlement aux Français des recherches très en compétition et très parallèles, qui ont organisé un effort considérable dans les années 41-42, aboutissant ce 2 décembre 1942 à ce qu'on a appelé l'expérience critique de libération de l'énergie atomique. C'était le fonctionnement de la première pile atomique à Chicago sous la direction de Fermi. Aujourd'hui, on se dit, on a un outil qui va prendre une dimension fantastique dans l'avenir. Oui, voilà ce qu'on se dit aujourd'hui. Un outil pour une arme aussi, éventuellement. On sait qu'en même temps qu'on travaille sur la pile, on travaille pour l'arme par d'autres méthodes. Mais il y a la guerre et puis il y a l'avenir. On est là et on imagine l'avenir plus loin que la guerre. Et l'avenir plus loin que la guerre, c'est le moyen que l'homme a acquis de libérer une quantité d'énergie tout à fait sans commune mesure avec tout ce qu'on avait fait dans le passé. Alors les écrivains ne manquent pas d'énergie, les réalisateurs de cinéma non plus. Alors nous allons en profiter pour ouvrir notre page littéraire avec 2 ou 3 ouvrages, hein, Sylvie. Oui. Le premier, c'est un ouvrage important d'un jeune auteur qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Albert Camus, qui est un Algérois, qui est né en 1913. Il est le fils d'un ouvrier agricole qui a été tué à la guerre de 14 et d'une ouvrière espagnole, d'origine espagnole. Et alors, il est journaliste, il s'intéresse beaucoup à la philosophie, au théâtre aussi, il a beaucoup voyagé, il est en France depuis 1 an ou 2, et il publie cette année un beau roman, un roman qui frappe beaucoup les gens, il s'appelle L'étranger, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Meursault, qui vit en Algérie, et qui est complètement détaché de tout, détaché des choses, on a l'impression que rien ne l'atteint, ni la mort de sa mère, et ni même le procès dans lequel il est impliqué, puisqu'il a tué un homme, et qu'il est condamné à mort. Et rien ne le touche, parce qu'il correspond à cette génération justement qui est complètement détachée des choses et qui est mêlée à des choses abominables dans lesquelles... C'est un livre très ancré dans la réalité d'aujourd'hui et dans la société d'aujourd'hui. Alors Camus dit qu'il n'est pas philosophe, mais il dit qu'il ne comprend pas comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison. Et il y a quand même un souffle à la fin d'espoir quand Meursault dit « Je m'ouvris pour la première fois à la tendre indifférence du monde ». Alors, autre ouvrage très ancré, Pilote de guerre de Saint-Exupéry. Pilote de guerre, alors ça c'est exactement la même chose et en même temps c'est le contraire. Il est complètement impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il raconte au jour le jour ce qui lui arrive, mais en même temps aussi il s'interroge sur toutes les atrocités et il ne comprend pas. Et c'est un livre émouvant aussi. Alors Sylvie, maintenant vous avez 30 secondes pour me parler de cinéma. Oui. Et d'un seul film, Elsa Poppin, un film drôle, paraît-il. Ah oui, c'est un film très très drôle. Alors c'est d'abord une revue américaine qui a été créée en 1938 et qui tient l'affiche d'une façon extraordinaire. Et c'est 2 duettistes qui s'appellent Olsen et Johnson, et qui font rire tout le monde par des gags absolument désopilants, mais beaucoup plus désopilants encore que les Marx Brothers, complètement loufoques surtout. Alors par exemple, je vais juste vous dire celui du début, c'est 2 types qui sont eux qui montent dans un taxi, le taxi leur dit où est-ce que vous voulez aller, ils répondent bah allez au diable, et pouf, le taxi se retrouve en enfer. Et de là au Far West, et de là ailleurs, enfin c'est absolument insensé, et c'est merveilleusement drôle. Alors Hébert Comte, lui, est venu nous parler d'un peintre qu'il aime beaucoup, qui est mort cette année, qui est un peintre naïf, et qui s'appelle Séraphine de Senlis. Oui. La femme qui s'éteint en 1942 dans un hôpital pour personnes dérangées à Senlis n'a pas été remarquée ce jour-là. Ça n'a pas été un événement. Elle était là depuis une dizaine d'années,
mais en 1912, bien des années avant, il lui était arrivé le plus merveilleux conte de fées qui puisse arriver à une femme de ménage. M. Wilhelm Hude, le plus grand spécialiste de la peinture et fou d'art naïf, pressentant presque qu'il allait la découvrir, va dîner chez des gens, voit une petite peinture, une petite nature morte avec des pommes, dit c'est étonnant, Cézanne aurait aimé ça, c'est tellement beau, de qui est-ce? Les gens lui disent, oh vous savez, on nous l'a laissé pour 8 francs, si vous voulez la prendre, prenez-la, mais au fait, c'est votre femme de ménage qui l'a peint, c'est Séraphine. Il grimpe 4 à 4 les escaliers, il trouve un atelier magnifique avec des on va tableaux, voir les images, oui, notamment, des tableaux qui sont des fleurs, l'arbre de paradis. Voilà, l'arbre de paradis. Comment l'expliquer, comment en parler? Je crois qu'il y a une seule façon de le dire, c'est que nous regardons les fleurs et tout d'un coup les fleurs nous regardent. Vous voyez ici, ce sont des yeux. Voilà, Séraphine a mis son cœur pur dans ce tableau et ce langage avec les fleurs. Elle n'a rien expliqué, elle n'a rien expliqué à personne. Elle n'a pas commenté ces tableaux, mais ce sont des oscillations, ce sont des ruissellements de fleurs, une joie paradisiaque et sa solitude à elle, son bonheur intérieur, son cœur pur. Elle signait ces tableaux dans les coins, Séraphine sans rival. Pourquoi Séraphine de Senlis? Je crois qu'on l'a anoblie, tout simplement. Elle s'appelait en fait Séraphine Louis. Elle signait Séraphine, c'était une femme de ménage. Les gens disaient, est-ce que Séraphine peut venir, etc. Puis Séraphine partait de temps en temps quand elle avait un tableau à faire. Elle quittait les gens d'un seul coup. Et c'est elle qui signait Séraphine et sans rival. Elle a beaucoup de peintures? Oui, il y a beaucoup de peintures qui ont été vendues par Wilhelm Hude. Sa collection a été saisie en 1914 quand il a dû repartir, ont été rachetées à la vente aux enchères. Et puis, dans un certain nombre de collections privées françaises et au musée d'art moderne, ce tableau que vous avez vu là. Je vais vous parler des livres, mais avant, un petit rectificatif sur un événement de 1938, celui sur la cagoule. Dans le film que nous vous avons montré, était apparue la photo du colonel Delarocque, qui n'avait strictement rien à voir avec les inculpés du procès, puisqu'il était opposé, lui, à la cagoule, il la combattait. C'est une erreur qui s'est glissée parce que le colonel Delarocque se trouvait à côté de Pozzo di Borgo dans cette image qui lui était inculpé dans le procès de la cagoule. Voilà. Je vais vous parler des livres maintenant, à commencer par L'étranger de Camus, dont nous a parlé Sylvie, dans la collection Folio. Et puis, toujours du même auteur, Le mythe de Sisyphe, qu'il a aussi écrit cette année. Premier de cordée, de Frison-Roche, qui est un livre qui a beaucoup de succès. Pilote de guerre, de Saint-Exupéry, collection Folio. Frison-Roche était dans la collection J'ai lu. Ensuite, Le grand jeu, de Trépère, mémoire du chef de l'orchestre rouge. Ensuite, L'État hitlérien, par Martin Brozza. Origine et évolution du Troisième Reich, chez Fayard. De Benoît Méchin, qui fut un des ministres de Vichy, de la défaite au désastre, les occasions manquées, juillet 40, histoire d'une collaboration, et la suite, l'espoir trahi, même auteur, même éditeur, c'est-à-dire Albin Michel. Enfin, les passions, le voilà le deuxième, les passions et les haines, la grande histoire des Français sous l'occupation, par Henri Amouroux, chez Robert Laffont, ça couvre la période avril-décembre 1942.